fur et à mesure. Je ne vais pas trop tarder, je ne vais pas trop parler. S'il y aura éventuellement une coupure d'Internet, ou là, on va reprendre juste après. D'accord? Alors, professeur Hicham, tfadli. Merci, Madame Safti. Et bonjour tout le monde. Donc, C'est pour l'enregistrement. Là, je vais lancer l'enregistrement maintenant, professeur. D'accord. Merci. Tfadli. Donc, on va faire aujourd'hui, on va commencer. C'est bon? Oui, c'est bon. Le sujet, ça va être sur la sclérose en plaques. Donc, je vais faire un petit rappel clinique. Donc, je vais décrire un peu cette maladie, l'évolution, comment elle évolue. Et après, dans la deuxième partie, on va faire les différents traitements qui existent. Et la troisième partie, ça va être sur les troubles, sur la prise en charge neuropsychologique de la sclérose en plaques. Donc, la CEP, c'est quoi la sclérose en plaques? C'est une affection inflammatoire, démyélisante et neurodégénérative du système nerveux central. C'est quoi démyélisante? Ça veut dire que là, je vais vous montrer. Donc, démyélisante, on a le neurone. Le neurone, il est formé de la substance grise qui est le noyau et l'axone. L'axone, il est entouré par une gaine, c'est la gaine de myéline. C'est cette gaine qui permet la transmission de l'influx nerveux. Donc, c'est à partir de cette gaine qu'il y a toutes les informations donc, arrivent aux différentes parties du corps. Donc, ce signal, il est donné par le système nerveux central. Donc, la CEP, c'est une affection démyélisante. Donc, c'est la myéline, c'est pas le noyau des cellules qui sont touchées, et neurodégénérative avec et en même temps, après la myéline, après destruction de la myéline, on a une atteinte de l'axone qui va donner, c'est cette neurodégénérescence qui entraîne un handicap permanent dans la sclérose en plaques. Donc, c'est une maladie qui touche le sujet jeune, entre 20 et 40 ans, dans 90% des cas. Mais on peut avoir un début chez l'enfant, avant l'âge de 15 ans, et aussi, la sclérose en plaques, elle est possible chez le sujet âgé après 60 ans, mais elle est rare. C'est une maladie, comme toutes les maladies auto-immunes, qui est fréquente chez la femme. On a 2 à 3 femmes pour un homme. Et c'est une maladie qui évolue par poussée et rémission ou être progressive. Poussée, ça veut dire qu'il y a des aggravations. On va décrire tout à l'heure c'est quoi une poussée, c'est quoi une rémission. Et on a des formes aussi qui sont progressives, où on n'a pas de poussée et de rémission. Donc, j'ai dit que c'était une affection qui était fréquente, que ça touche surtout la femme. Il y a un gradient nord-sud, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est fréquente au nord de la planète. Elle est fréquente dans les pays nordiques, au Canada également, et le nord des États-Unis. Donc, il faut savoir qu'il existe des formes familiales de sclérose en plaques, c'est très rare, donc moins de 5%, mais ça existe des familles de sclérose en plaques. C'est pas une transmission qui est transmission, ce qu'on appelle, c'est une transmission qui se fait par le système HLA, ça veut dire qu'il y a c'est une sclérose en plaques, un parent, il y a une probabilité. Donc, il y a une prédisposition à faire cette affection, donc comme ils peuvent ne pas avoir la maladie. Donc là, j'ai expliqué quelles sont les causes de la sclérose en plaques. En fait, il n'y a pas de cause. Donc, il y a une interaction, on suppose qu'il y a une interaction qui est complexe entre une susceptibilité génétique, ça veut dire une prédisposition à avoir la maladie, et l'exposition à différents facteurs environnementaux qui peuvent être soit une carence en vitamine D, certains
l'environnement, par exemple, être originaire du Nord est un facteur de prédisposition. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont incriminés. Il n'y a aucun facteur qui provoque l'affection. Quels sont les signes cliniques de la sclérose en plaques? Donc, c'est une affection qui touche la substance, c'est une affection qui touche la substance blanche. Donc, on peut avoir des signes de plusieurs signes. On peut avoir une atteinte du tronc cérébral qui va nous donner des troubles de l'équilibre, une névralgie faciale, des troubles visuels type de vision double, des paralysies. On peut avoir une atteinte du cervelet, donc le malade, il peut avoir des troubles de l'équilibre, tremblements. Une atteinte du nerf optique va donner une baisse de l'acuité visuelle. Une atteinte donc cérébrale peut donner des troubles de moteur, des troubles cognitifs, des troubles de mémoire qui sont fréquents chez les patients qui ont une sclérose en plaques. Et une atteinte de la moelle peut donner des troubles, des paralysies, des troubles sensitifs, des troubles urinaires. Et enfin, des symptômes qui sont très, très fréquents dans la sclérose en plaques, qui sont la fatigue et ou la dépression. C'est des sujets qui ont ces deux symptômes très fréquemment. Donc, dans la sclérose en plaques, ce qui est différent par rapport aux autres maladies, que les symptômes sont très variables d'une personne à l'autre et dans le temps chez une même personne. Par exemple, un malade qui présente des troubles sensitifs au cours d'une poussée ou des troubles de l'équilibre, donc au décours d'une autre poussée, il va présenter des troubles de l'équilibre, des troubles urinaires, des paralysies. Donc chez la même personne, les symptômes diffèrent d'une poussée à l'autre et également d'une personne à l'autre. Donc la maladie, elle débute par quoi? Elle peut débuter dans 60 à 70% des cas par neuropathie optique, c'est-à-dire une baisse de l'acuité visuelle. Le malade, il va venir pour une diminution de l'acuité visuelle. Par des troubles sensitifs, donc ils vont avoir des paresthésies, des engourdissements, des brûlures, donc qui peuvent se voir au niveau des 4 membres, au membre supérieur, au membre inférieur, le tronc, et surtout le signe le plus fréquent, ce qu'on appelle le signe de l'ermite, c'est des troubles sensitifs qui se déclenchent au niveau cervical et qui descendent au niveau de toute la colonne vertébrale au membre inférieur. Donc, ce signe est très caractéristique d'une sclérose en plaques. Les troubles moteurs et de l'équilibre. Donc, ce sont ces symptômes qui sont très fréquents au début. Donc, la maladie peut débuter également par une fatigue et une dépression, plusieurs années avant que les poussées ne surviennent. Parfois, des symptômes très atypiques, c'est rare de les voir, mais on peut les voir dans la sclérose en plaques, telle qu'une crise d'épilepsie. On peut avoir une SEP qui débute par des troubles psychiatriques ou un syndrome démentiel. C'est exceptionnel. Donc, ces symptômes sont exceptionnels dans la SEP. Si le malade les présente, il faut qu'on élimine les autres maladies inflammatoires en dehors de la sclérose en plaques. Donc, après un certain temps variable, la maladie va entraîner un tableau déficitaire permanent. Donc, c'est ce qu'on appelle les séquelles. Le malade, il va garder des séquelles, il va garder une fatigue dans 90% des cas, il peut garder des troubles de l'équilibre, des troubles sensitifs, des troubles moteurs, des troubles urinaires, des dysfonctionnements urinaires et sexuels, des troubles visuels, des douleurs et une épilepsie dans 5% des cas. Donc, vous voyez qu'il y a une richesse dans les symptômes dans la sclérose en plaques. Donc, le malade, après un certain temps d'évolution, il peut garder une ou plusieurs de ces symptômes. Donc, quels sont les signes importants à ne pas négliger et qui influencent la qualité de vie du patient? On a la dépression, elle est 2 fois plus fréquente que dans la population générale ou les autres maladies chroniques. Quels sont les malades? Comment vous suspectez que le malade présente une dépression? Il va vous décrire qu'il a une diminution du plaisir de vivre, qu'il y a une perte d'intérêt, donc au travail, à tout ce qu'il faisait avant, une diminution de la concentration et de l'attention, il concentre moins et il a parfois, quand la dépression
elle est très importante. Il peut avoir des pensées récurrentes de mort ou des idées, même des actes suicidaires. Donc, la dépression est un symptôme. Madame Louban, elle va nous parler tout à l'heure de la prise en charge neuropsychologique des patients qui ont une sclérose en plaques. Donc, les troubles, le deuxième symptôme qui est également fréquent dans la CEP, il peut être même précoce, ce sont les troubles cognitifs. Ces troubles cognitifs, ils seront à l'origine de limitations socio-professionnelles et même familiales. Donc, leur importance est très variable d'un patient à l'autre. Généralement, ces troubles cognitifs vont prédominer sur la mémoire du travail, sur les capacités attentionnelles, les fonctions exécutives et les perceptions visuospatiales, d'où l'intérêt des tests neuropsychologiques chez tous les patients qui ont une sclérose en plaques. Il faut rechercher ces troubles cognitifs et il faut traiter. Parfois, il y a des traitements, même si ce n'est pas des traitements médicamenteux, il y a des prises en charge psychologiques qui sont très importantes. Les troubles génico-sphinctériens également sont très fréquents dans la CEP. Ils altèrent de façon significative la qualité de vie des patients. Ils peuvent survenir dès le début de la maladie. Ça peut être des troubles sexuels, donc qui nécessitent de la libido ou des troubles de l'érection, qui nécessitent une prise en charge sphinctérienne, qui sont très fréquents et nécessitent parfois des médicaments et une prise en charge au niveau de la rééducation, et des troubles anorectaux également qui nécessitent des règles hygiéno-diététiques, parfois un traitement par des laxatifs et aussi une activité physique régulière. Le quatrième symptôme à ne pas négliger, ce sont les douleurs. Ces douleurs, elles peuvent survenir très précocement. La cause de ces douleurs, ça peut être des douleurs qui sont liées aux poussées elles-mêmes. Ça peut être des douleurs paroxystiques, par exemple une névralgie, des névralgies faciales, donc par atteinte une névralgie du 5, une névralgie du trijumeau. Donc, c'est très fréquent chez des patients qui ont une sclérose en plaques et ça nécessite des traitements bien spécifiques. Ça peut être des douleurs qui sont conséquences indirectes de la maladie, par exemple dû à l'alitement, dû à un trouble de la marche. Donc, ces douleurs, il faudra les prendre en charge précocement dans la sclérose en plaques. Dans la CEP, il y a deux événements de base. Il y a la poussée, il y a la progression. C'est quoi la poussée? La poussée, c'est des signes, c'est de nouveaux symptômes qui peuvent être très variables, soit des troubles, ce que j'ai décrit tout à l'heure, des troubles de l'équilibre, des troubles sensitifs, des paralysies. Donc, le malade, il va présenter de nouveau ces symptômes, ou encore, c'est une réapparition ou aggravation d'anciens symptômes. Soit des symptômes qu'il a, ils se sont aggravés, donc on va le considérer comme une poussée, soit c'est des nouveaux symptômes et qui surviennent de façon subaiguë, qui durent plus de 24 heures. Parce que si ça dure moins d'une journée, ce n'est pas une poussée, c'est des troubles paroxystiques qu'on peut avoir dans la CEP, on les considère pas comme des poussées. Donc, une poussée, généralement, les malades, ils font une poussée tous les 2 ans en moyenne ou une fois par an. Quand ils font une fois par an, ça veut dire que c'est une maladie qui est quand même active. Et dans la CEP, il y a toujours une dissociation anatomo-clinique ou clinico-radiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, même si le malade, cliniquement, il ne fait pas de poussée, mais radiologiquement, il peut évoluer. Donc, on dit que la CEP, la MS, never sleeps. C'est-à-dire, elle ne dort pas. La sclérose en plaques, elle est toujours active. Même si le patient ne fait pas de poussée, dans le suivi, on fait des IRM de contrôle pour voir s'il n'y a pas une augmentation des lésions ou l'apparition de nouvelles lésions. Un deuxième événement qui est différent de la poussée, c'est la progression. La progression, ça veut dire que les symptômes vont s'aggraver sans rémission, sans qu'ils disparaissent. Ils s'aggravent progressivement sur une période de plus de 6 mois. Donc, s'il y a des symptômes qui s'aggravent au-delà, qui durent plus de 6 mois et s'aggravent, là, on va parler d'une progression de la maladie. Donc, je vous ai schématisé à peu près, c'est quoi une poussée?
La poussée, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une apparition de nouveaux symptômes ou aggravation d'anciens symptômes qui durent quelques jours. Donc, on va avoir un pic qui dure après 2 semaines, 1 semaine, 1 mois. Il y a une poussée qui peut durer 2 mois. Et ensuite, après cette poussée, il y a une récupération, une rémission. Cette rémission, elle est variable. Ça peut se faire en 15 jours, en 3 semaines et parfois même plusieurs mois. Et pour dire qu'il y a une deuxième poussée, il faut qu'il y ait un intervalle de plus de 30 jours. Si vous avez des symptômes qui apparaissent durant le mois, c'est la même poussée, on la considère parce que cette notion de poussée, elle est très importante pour les traitements, pour la décision thérapeutique. Je vais vous en parler tout à l'heure, qu'il y a des traitements de première ligne et des traitements de deuxième ligne. Si le malade fait beaucoup de poussées pendant l'année, donc on va dire que c'est une maladie qui est très active, qu'il faudra passer un traitement de deuxième ligne. Une progression, je vous ai dit, de 6 mois à 1 année. Maintenant, donc, la maladie, son évolution, on a deux grandes formes en fait. Il y a la forme récurrente rémitante, c'est la plus fréquente. C'est des malades qui font des poussées-rémissions. Généralement, c'est la forme du sujet jeune entre 20 et 30 ans. Mais cette forme, donc vous voyez ici qu'il y a les pics, c'est des poussées, et le fond, c'est l'évolution de la maladie. Donc, et dans 50% des cas, après un certain temps d'évolution, 10 ans, 15 ans à peu près, la malade, elle va évoluer vers une forme secondairement progressive. C'est-à-dire, elle va évoluer vers la progression. C'est des symptômes, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des symptômes qui vont s'aggraver en progressif. Ils ne font pas de rémission. Ils peuvent avoir quelques poussées surajoutées, mais ils gardent toujours des séquelles et la maladie, elle, s'aggrave. Ils ne redeviennent jamais comme ils étaient auparavant. Ça, c'est la forme progressive. Pourquoi distinguer ces deux formes? C'est pour la prise en charge thérapeutique. C'est très important. Il y a des traitements qui sont indiqués dans la forme récurrente rémitante. Ils ne sont pas indiqués dans la forme progressive primaire. Donc, pour confirmer la sclérose en plaques, donc c'est un malade qui va venir, qui va présenter des symptômes qui évoluent par poussée-rémission, encore une évolution progressive. Le premier examen demandé, c'est l'IRM cérébral. Qu'est-ce qu'on recherche à l'IRM cérébral? On va rechercher les tâches. Ce que vous voyez en blanc, c'est des tâches. Ces tâches, ça correspond à l'inflammation qui est au niveau, c'est la substance grise. Donc, tout ce que vous voyez ici, on appelle ça des hypersignaux et on a plusieurs séquences. L'IRM, par exemple, là, vous avez, c'est la séquence T2. Là, c'est la séquence T2 flair. Là, c'est le cervelet avec c'est la fosse cérébrale postérieure. Là, c'est le tronc cérébral. Et ici, c'est la moelle. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une maladie qui touche la substance. Là où il y a de la substance blanche, on peut avoir des lésions. On peut avoir au niveau de la substance blanche profonde, la substance blanche périventriculaire, les ventricules, c'est là où il y a le LCR, ça apparaît en blanc. Et on peut avoir des lésions, un hypersignal qui est au niveau du pédoncule cérébelleux moyen, des hypersignaux du tronc de la protubérance et des hypersignaux au niveau de la moelle. Donc, c'est ça qui nous fait. Donc, on a ces hypersignaux, mais ils ne sont pas spécifiques à la sclérose en plaques. On peut les avoir dans d'autres affections. Donc, en plus de l'IRM, ça nous permet, il y a des critères radiologiques qui nous évoquent la sclérose en plaques. Donc, toute atteinte de la substance blanche hypersignale à l'IRM, ça ne veut pas dire que c'est une sclérose en plaques. Il faut éliminer les autres diagnostics différentiels. La CEP, c'est un diagnostic d'exclusion.
Il faut éliminer les vascularites, les maladies auto-immunes qui peuvent avoir une présentation pareille que la sclérose en plaques. Des lésions peuvent entraîner des lésions de la substance blanche. Par exemple, la neurosarcoïdose, les affections infectieuses peuvent donner également. Mais les critères radiologiques dans la CEP, c'est des lésions qui sont perpendiculaires au grand axe des ventricules. C'est des lésions qui prennent le contraste. Là, vous avez, normalement, là, c'est le T1 injecté. T1, ces lésions qui apparaissent en hypersignalation blanche au niveau des séquences T2, elles vont apparaître grisâtres au niveau des séquences T1. T1, c'est là où on injecte un produit de contraste. Là, si vous voyez des hypersignaux T1, ça veut dire là, c'est des nouvelles lésions. Dans la sclérose en plaques, donc on parle de dissémination dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, c'est le nombre de lésions, c'est leur localisation au niveau des parties bien particulières, et aussi dans le temps. L'espace, ça veut dire c'est le cerveau, la moelle, le tronc cérébral et le cervelet, donc à différents niveaux, ça c'est l'espace. Et le temps, ça veut dire qu'il y a des nouvelles lésions, comme ici, il y a des nouvelles lésions. Là, sur une IRM pareille, on va dire qu'il y a une dissémination des lésions dans l'espace et dans le temps. Donc, on a des lésions qui sont d'âge différentes. Donc là, on peut évoquer le diagnostic de sclérose en plaques. Un deuxième examen qu'on fait le plus souvent, c'est les critères radiologiques, ce que j'ai dit maintenant, que c'est un argument positif pour une atteinte déminimisante du système nerveux central. Ça va vous montrer ce que je vous ai montré tout à l'heure, des lésions inflammatoires. Et on a une dissémination dans les temps et dans l'espace, c'est ça qu'a l'IRM, c'est l'intérêt de l'IRM, et aussi ça nous permet d'éliminer d'autres diagnostics différentiels. Donc, à l'IRM, il faut toujours s'assurer de la dissémination dans le temps spatial et temporel des lésions. Le deuxième examen complémentaire qu'on fait, la ponction lombaire. Donc, la ponction lombaire, en fait, actuellement, si on a cette dissémination dans le temps et dans l'espace à l'IRM, on n'a pas besoin d'une ponction lombaire. La ponction lombaire, ça nous permet d'éliminer d'autres diagnostics différentiels. On fait la cytochimie, on va rechercher s'il n'y a pas d'éléments cellulaires pour éliminer les causes infectieuses. La protéinorachie pour éliminer les autres maladies auto-immunes. Et on recherche, on fait ce qui est important au niveau de la ponction lombaire également, c'est l'immunoélectrophorèse du LCR. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche les bandes oligoclonales ou une augmentation de l'annexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça veut dire, si on trouve ces bandes, ça veut dire qu'il y a une inflammation primitive au niveau du LCR. Normalement, c'est une inflammation qui, comme les phénomènes immunologiques, qu'il y a un inflammatoire, ça veut dire des bandes oligoclonales ou des immunoglobulines qui sont des bandes d'immunoglobulines ou l'index d'immunoglobulines élevé, ça veut dire qu'il y a une synthèse intrathécale d'immunoglobulines, qu'il y a une inflammation qui est au niveau du système nerveux central. Le troisième examen, donc avec l'IRM, on le fait de moins en moins, c'est les potentiels évoqués visuels surtout. C'est quoi le but de ces potentiels? C'est de mesurer la réponse physiologique de l'influx nerveux au niveau du nerf optique. Donc, c'est un examen. Si on trouve qu'il y a, par exemple, on recherche surtout s'il y a une augmentation de la vitesse de conduction, s'il y a une latence de l'onde P100 au niveau des potentiels évoqués, nous évoque qu'il y a une diminution de l'influx de la réponse de l'influx nerveux, ça veut dire là, ça veut dire qu'il y a une déminimisation au niveau du nerf optique. Et généralement, ces potentiels évoqués, c'est quand on n'a pas de dissémination dans le temps et dans l'espace qu'on les recherche.
par exemple, et surtout dans la sclérose en plaques forme progressive primaire, où on n'a pas cette dissémination dans l'espace. Là, on fait des potentiels évoqués et même les potentiels évoqués visuels. Sinon, actuellement, avec l'IRM, on peut dire c'est en éliminant les autres pathologies qui peuvent avoir la même symptomatologie que la CEP, on peut dire que on peut faire le diagnostic de sclérose en plaques déjà dès le début. Donc, en fait, il n'y a pas de test qui prouve ou qui élimine le diagnostic de sclérose en plaques. On n'a rien de formel. Il y a les 4 notions fondamentales que je vous ai décrites tout à l'heure, la dissémination dans le temps, la dissémination dans l'espace, l'inflammation qui est limitée au système nerveux central. On n'a pas d'atteinte du système nerveux périphérique dans la sclérose en plaques. Et bien sûr, après avoir éliminé tous les autres diagnostics différentiels. C'est tous ces arguments, il faut qu'on ait tous ces arguments pour dire qu'il y a une sclérose en plaques. Donc, si vous lisez sur une IRM qu'il y a des lésions en faveur de la CEP, ça c'est faux parce qu'on doit avoir un faisceau d'arguments pour dire c'est une sclérose en plaques. Donc, le diagnostic de la sclérose en plaques en absence de marqueurs diagnostic de certitude du vivant du patient, il va se baser sur un faisceau d'arguments cliniques. Je vous ai dit, c'est la notion d'évolution par poussée-rémission. C'est paraclinique, c'est l'IRM cérébral. Et évolutif également, évolutif, c'est l'évolution, soit par poussée-rémission ou progressive. Il y a eu des critères, donc il y a des critères qui ont été établis, qu'on appelle les critères de McDonald. Donc, ces critères reposent sur la notion de cette dissémination dans le temps et dans l'espace, sur les anomalies au LCR et l'IRM, ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Enfin, il y a des cas particuliers. Par exemple, on peut avoir des lésions qui peuvent être pseudo-tumorales, des grosses lésions. Donc là, c'est des grosses lésions. Si on a une lésion pareille, on ne va pas dire que c'est une sclérose en plaques. Donc, il faut qu'on se base sur d'autres arguments. Donc, ces lésions pseudo-tumorales, on peut avoir des CEP avec ces lésions. On fait donc, regardez, c'est des lésions qui sont de grande taille. Ça évoque généralement, le plus souvent, ça fait un diagnostic différentiel avec une encéphalite, encéphalomyélite. Plutôt qu'une CEP. Là, on recherche les bandes oligoclonales, bien sûr. On voit l'évolution les signes de la poussée. Par exemple, si c'est un malade qui va vous faire des troubles de la conscience, des troubles encéphalitiques, par exemple, des crises d'épilepsie et tout, on va penser plus à une ADEME. Et c'est surtout l'évolution. C'est là, on va traiter, donner un traitement de la poussée. Et si les lésions disparaissent complètement, là, on va dire que c'est une encéphalomyélite et aussi la ponction lombaire. Si c'est une encéphalomyélite, on va trouver des éléments cellulaires, on va trouver une protéine oragée qui ne se voit pas dans la CEP. Et s'il y a une disparition, c'est en faveur d'une ADEME. S'il n'y a pas de disparition, on va avoir une diminution uniquement de la taille des lésions, une disparition de cette prise de contraste. Là, c'est en faveur du sclérose en plaques. Il faut savoir que les lésions dans la sclérose en plaques, le volume diminué, mais ils disparaissent pas. Donc, deuxième forme à début tardif, pose surtout le problème diagnostique avec la pathologie vasculaire ou les maladies du système. Le diagnostic, il est exceptionnel après 60 ans. C'est rare, c'est exceptionnel. Chez le sujet âgé, donc il faut on recherche les bandes oligoclonales, c'est très important. Et aussi, en plus de l'atteinte cérébrale, il faut qu'on ait des hypersignaux au niveau de la moelle. Donc, le diagnostic de la CEP chez le sujet âgé, il est un peu difficile parce que c'est très rare d'avoir la sclérose en plaques après 60 ans. Les formes de l'enfant aussi, elles sont rares. Elles représentent 2 à 4%. Le tableau clinique, il est différent. Le tableau clinique, c'est un tableau encéphalitique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le malade il va avoir des troubles de la conscience, il peut avoir des myélites, des néphrites. Donc, il faut faire le diagnostic différentiel avec l'encéphalomyélite aiguë, avec ce qu'on appelle les myélites optiques
Il y a une nouvelle entité maintenant où il y a des anticorps, les MOGAD, ou encore une encéphalomyélite de Devic. Cependant, chez l'enfant, c'est vrai que c'est des formes qui s'améliorent sous traitement et ils font moins de poussées, mais l'handicap chez l'enfant, il va apparaître à un âge chronologiquement jeune. Donc, c'est des enfants qui vont avoir un handicap, par exemple, à l'âge de 30 ans, parce que la maladie, je vous ai dit tout à l'heure, qu'après 10 à 15 ans, elle va évoluer vers la forme progressive, qu'elle soit chez l'enfant ou chez l'adulte. C'est ça le problème de cette affection. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas le pronostic, il est imprévisible. On ne peut pas dire à un malade, donc il n'existe pas de moyens cliniques ou paracliniques permettant de prédire dès le début de la maladie la constitution d'un handicap sévère. Donc, un malade, quand il vient, on ne peut pas lui dire que votre forme, elle est bénigne ou maligne. Donc, c'est très difficile parce qu'il y a des malades qui commencent par des poussées sévères, ils s'améliorent. Il y a des malades qui commencent par des poussées minimes, ils font, après un certain temps, des poussées très fréquentes ou encore des poussées avec un handicap permanent très important. Donc, ce qu'il faut savoir, qu'après 30 ans, 50% des patients auront une aide pour marcher. Donc, ça, c'est la moyenne de la CEP. Il faut savoir que la CEP, chez nous, elle est un peu sévère. On a des malades qui s'aggravent rapidement par rapport, par exemple, aux formes européennes ou donc, quels sont les facteurs pronostiques? Donc, ce sont des facteurs qui ont été donnés dans plusieurs études, mais à l'échelle individuelle, on ne peut pas les utiliser. C'est à l'échelle de population. Être une femme, c'est moins sévère. Être jeune aussi, parce que les formes du sujet après 40 ans sont des formes progressives, sont des formes qui sont assez sévères. Une bonne sensibilité aux corticoïdes. Si c'est un malade, il répond bien aux corticoïdes, leur poussée régresse rapidement et complètement, ça c'est un facteur de bon pronostic. Un début par des signes visuels ou sensitifs aussi, mais c'est pas vraiment très très évident parce qu'il y a des malades qui commencent par des névrites optiques qui font des formes graves après. Et aussi les facteurs évolutifs. Avoir une forme récurrente rémitante, c'est mieux qu'une forme progressive. Avoir un intervalle lent entre une première poussée et une deuxième, par exemple, un malade qui fait une poussée cette année, il fait une autre poussée 5 ans, 6 ans, 10 ans après, c'est mieux qu'un malade qui fait 2 poussées dans l'année. Présenter une récupération complète après la première poussée. Donc, ça veut dire le malade qui fait une poussée, il régresse complètement la poussée. C'est mieux qu'un malade qui garde des séquelles. Et aussi, dans le temps, avoir moins de poussées pendant les 5 premières années. Parce que toute l'inflammation, c'est pendant les premières années de début de la maladie. C'est là où on doit agir, c'est là où on doit traiter. Parce que si on traite tardivement, donc le bénéfice, il sera moins apparent que traité précocement. Donc, la sclérose en plaques reste une maladie très complexe. C'est pas une maladie facile. La prise en charge n'est pas facile parce que déjà, elle est caractérisée par des diversités cliniques des symptômes, par une variabilité de ses modalités évolutives et aussi par l'hétérogénéité au niveau du niveau d'handicap d'un patient à l'autre. Donc, c'est une maladie qui est très, très complexe. Donc, on va passer maintenant au traitement. Au partage. C'était le 6. Double clic, double clic. Ah, هتمشيها القلم. مش فاكر. Non? اسمها Les modalités thérapeutiques. C'est possible que vous me rappelez.
واو دوسين هادي هذه هادي تبدل yes. Yes. Donc, après toute la linéarité évolutive de la selle, donc comment on va traiter ça? Pourquoi on traite la sclérose en plaques? On la traite parce que c'est une maladie, depuis tout à l'heure que je dis, c'est une maladie complexe, c'est une maladie sévère et progressive. Elle est progressive, donc après 10-15 ans, ça va évoluer vers la progression. Donc, 50% des patients, ils auront besoin d'une canne pour se déplacer à 15 ans. Et à 25 ans, ils seront confinés sur une chaise roulante. Là, c'est des valeurs qui ont été données sur les patients européens, mais chez nous, il faut savoir que cette évolution, elle est plus grave. Nos malades, ils vont évoluer vers la progression à peu près en 8 ans. Ils auront besoin d'une chaise, d'une canne à 10 ans et ils seront sur chaise roulante entre 10 et 15 ans. Donc, c'est une affection qui est quand même grave, qu'il faudra prendre en charge dès le début de la maladie. Il faut savoir que le périmètre de marche, il y a une échelle, on évalue cette maladie par une échelle qu'on appelle le DSS. Cette DSS, ça va de 0 à 10. 0, ça veut dire que le malade n'a pas de symptômes. À 1, il a des symptômes très minimes. À 3, il commence à avoir des symptômes, au moins 2 symptômes. À 4, il commence à avoir un problème de déambulation. Il commence à se fatiguer quand il marche. Son périmètre de marche va diminuer. Donc, il est obligé de s'arrêter à 500 mètres. À 6, il aura besoin d'une aide unilatérale. Ça veut dire qu'il ne peut pas marcher plus de 100 mètres. Il a besoin d'une canne. Et à 7, il sera sur une chaise roulante. Donc, une fois que la déambulation est atteinte, ça veut dire qu'il a un EDSS 4, l'évolution sera très rapide. En moins de 5 ans, 6 ans, il aura besoin d'une canne. Donc, dès qu'il utilise une canne, après 3 ans, il sera sur une chaise roulante. Donc, si on traite à ce stade, on n'aura pas beaucoup de bénéfices. Donc, on aura d'1 année ou 2 ans. Donc, s'il faudra traiter, c'est avant que le malade arrive, avant qu'il ait un problème de déambulation. Là, je vous ai mis un schéma pour vous expliquer que dans la CEP, par exemple, il y a une phase infraclinique où on ne voit pas, il n'y a pas de poussée. Mais radiologiquement, il y a des lésions. Maintenant, il y a une nouvelle classification des CEP. Là, si on parle de RIS, c'est-à-dire syndrome radiologiquement isolé, là, c'est après une découverte fortuite que le malade, il fait une IRM, par exemple, suite à des céphalées ou n'importe quoi, il va trouver des lésions. Mais ça ne veut pas dire que c'est une CEP. On peut avoir des lésions. Il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la description de ces lésions, leur localisation, leur taille qui fait le diagnostic. Donc, ensuite, logiquement, vous avez une augmentation du nombre de lésions tardivement. Le gain n'est pas important parce qu'il y a rapidement, la forme, elle va évoluer vers la progression. Mais si on traite précocement, il y a un changement dans l'évolution de la maladie. Ce que vous voyez ici en orange, c'est l'évolution. Même là, il y a une base d'évolution progressive à l'atteinte axonale qui se fait très lentement. Si vous traitez progressivement, donc cette courbe va diminuer. Et aussi le nombre de poussées et le passage à la forme secondairement progressive. Plus on traite tôt, mieux c'est pour la sclérose en plaques. Donc, le traitement, il va baser sur la maladie elle-même. Il y a un traitement de la maladie qui comporte le traitement de la poussée et le traitement de fond de la maladie. Il y a le traitement symptomatique et il y a l'hygiène de vie également. Le traitement, c'est-à-dire l'amélioration de l'hygiène de vie, la qualité de vie du patient. On va s'attarder sur le traitement de la maladie, consiste en traitement de la poussée. Quel est le but du traitement de la poussée? Généralement, on donne des corticoïdes à forte dose.
Ça permet la récupération plus vite d'une poussée. Donc, on sait que dans la sclérose en plaques, on peut avoir une rémission spontanée de la poussée. Mais pour accélérer la récupération, on donne des corticoïdes. Le traitement de fond va se baser sur quoi? Parce que ce n'est pas des traitements, c'est pas un traitement curatif, c'est un traitement, ça permet de retarder les poussées et aussi ça prévient l'accumulation des séquelles, c'est-à-dire on va éviter les séquelles des poussées sévères et le passage à une forme secondairement progressive. Donc, il est basé sur les immunomodulateurs et les immunosuppresseurs. Les immunomodulateurs, on va parler tout à l'heure, ils ont une bonne tolérance par rapport aux immunosuppresseurs qui sont plus efficaces sur la maladie, mais ils ont des effets secondaires qui sont un peu graves. Les corticoïdes. Les corticoïdes, donc, Recording stopped.
Ah, c'est bon le son. Recording C'est in bon. progress. Ouais. Merci. Madame, problème de cette coupure. Mm. Donc, je vais reprendre le traitement. Je pense qu'on s'est arrêté ici, qu'on avait dit traitement de la maladie reposait sur le traitement poussé, et j'ai dit que le traitement, si la gêne n'est pas importante, si le malade présente uniquement quelques troubles, des petits troubles de sensitifs, que si c'est pas gênant, on va pas donner un bolus. Et le but de ce bolus, c'est d'accélérer la récupération, c'est-à-dire la récupération de la poussée, et aussi de réduire les séquelles, que le malade ait moins de séquelles après cette poussée. Donc, comment on donne généralement, on va voir tout à l'heure la posologie. La dose, elle sera perfusée en 2 à 3 heures, avec bien sûr le malade, on va lui avec un régime Recording stopped. Alors, on s'excuse, hein, il y a eu une coupure d'Internet au niveau de l'IMP. On va reprendre dans quelques minutes. On s'excuse pour le désagrément. C'est هذوما les problèmes تاع la visio. On va reprendre dans quelques minutes. Le temps برك يعاودوا يبرانشيو l'Internet. On s'excuse encore, hein. Merci. Désolé pour l'incident. On a toujours les coupures d'Internet.
Donc, j'avais parlé des corticoïdes. Recording in progress. Donc, les corticoïdes, on donne généralement 1 gramme par jour pendant 3 à 5 jours. Par voie orale, on peut la donner après le bolus sur 15 jours à 3 semaines à dose dégressive, dans des cas particuliers, mais le plus souvent, on ne donne pas par voie orale. Donc, les protocoles sont variables. Il y a qui donnent 500 mg par jour pendant 5 jours, 1 gramme pendant 3 ou 5 jours. Généralement, on donne dans une perfusion de 250 ml de sérum glucosé à 5%. Donc, on peut donner du sérum salé si le patient est diabétique. Généralement, peu de contre-indications pour les corticoïdes. On peut aller jusqu'à des doses très importantes, jusqu'à 10 grammes dans les formes très sévères de sclérose en plaques. Et parfois, on peut associer au Solu-Medrol des immunosuppresseurs quand on est devant une névrite optique bilatérale très importante. Donc, c'est des protocoles qui sont différents. Quels sont les effets secondaires de ces corticoïdes? Donc, le malade, il peut présenter pendant la cure de Solu-Medrol des céphalées. Il peut vous décrire un goût métallique au niveau de la bouche. Il peut faire des insomnies. Il peut faire des rétentions hydrosodées, c'est-à-dire des troubles, surtout s'il y a des troubles ioniques. C'est pour ça qu'on donne un bilan, un ionogramme avant le bolus de corticoïdes. Il peut vous faire des hypocalémies, des ulcères, un ulcère gastro-duodénal. Donc, pour l'ulcère, on donne généralement un pansement gastrique pendant la cure de Solu-Medrol. Il y a des patients qui présentent des troubles, une psychose, des troubles psychiatriques, avec une asthénie très importante et aussi une notion de rougeur du visage. Donc, après un bolus, une rougeur du visage, ce n'est pas quelque chose de grave. Donc, les effets secondaires des corticoïdes varient des effets qui sont très minimes à des effets graves, comme la psychose, par exemple. On peut proposer pour les poussées de sève les échanges plasmatiques, surtout dans les poussées très sévères qui ne répondent pas à des fortes doses de corticoïdes. Cette plasmaférèse, c'est la plasmaférèse. Ces échanges plasmatiques peuvent être donnés une séance, c'est 1 jour sur 2 avec au moins 2 séances. On ne doit pas dépasser 7 séances, mais généralement, c'est rare où on a recours à ces échanges plasmatiques, surtout dans des formes très sévères, des poussées sévères où le patient, il a par exemple, il a un EDSS à 7 dès la première poussée. Donc, les buts du traitement, maintenant on va passer au traitement de fond. En fait, les buts de tous les traitements de fond, c'est de diminuer le nombre de poussées. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un traitement curatif, et de ralentir la progression du handicap. Donc, diminuer les poussées, l'importance, non seulement on diminue la fréquence, et aussi l'intensité, donc la fréquence, le malade fait moins de poussées, et l'intensité des poussées. Donc, au cours de la prochaine poussée, le malade il va faire une poussée qui n'est pas sévère. Le deuxième objectif, c'est de ralentir la progression. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des poussées au cours du temps. À un certain moment, on a une poussée, ensuite on a une aggravation progressive. C'est le passage à la forme progressive. Donc, le traitement permet de diminuer ce nombre de poussées et de retarder l'évolution de cette forme progressive primaire, progressive secondaire. Là, je vous ai pris en schéma ce graphe que j'ai tiré d'un article. Ils ont décrit les buts du traitement avec au fil du temps. Donc, au début, dans les années 95, c'est là où tous les traitements ont commencé de la sclérose en plaques. Avant 95, il n'y avait aucun traitement de fond. Donc, c'était surtout des traitements, c'est les interférons qu'on utilise jusqu'à maintenant, et c'est des traitements symptomatiques. Avec le temps, il y a eu une évolution. Donc, les buts du traitement ont changé. Donc, on voulait ralentir la progression. Donc, il y a eu les traitements de deuxième ligne, c'est-à-dire comme le natalizumab ou le fingolimod. Ce sont des traitements
de haute efficacité. Ils permettent d'agir, c'est des immunosuppresseurs, ils agissent sur l'inflammation et ils améliorent bien sûr le handicap. Et ensuite, maintenant, actuellement, le but des traitements a changé. Ils sont en train de faire des études sur les traitements, ils cherchent les traitements qui entraînent une rémission et une amélioration fonctionnelle, c'est-à-dire pour améliorer déjà l'handicap et de le retarder. Donc, vous voyez ici, par exemple, en violet, ce sont les traitements injectables et en bleu, des traitements oraux. Avant, il n'y avait pas de traitement par voie orale. Maintenant, de plus en plus, toutes les études, tous les nouveaux médicaments Recording in progress. traitement. Le choix du traitement dépend du stade de la maladie, bien sûr. Donc, ces médicaments que je vous ai décrits maintenant ne sont pas utilisés que le stade. Ça dépend de l'évolutivité. Est-ce qu'ils font moins de poussées les malades? Est-ce que c'est une maladie qui est sévère? Ils font des poussées très fréquentes. Bien sûr, le traitement, il est choisi en fonction des effets secondaires. Est-ce que il y a des médicaments qui entraînent, par exemple, un syndrome pseudo-grippal très important, des signes, des troubles hépatiques, un syndrome de cytose hépatique. Bien sûr, sont des directives officielles, c'est selon des recommandations. Donc, tous les traitements sont donnés dans les recommandations thérapeutiques. Et il y a les préférences du médecin. Il y a des gens qui préfèrent, par exemple, donner les voies sous-cutanées. Il y a qui préfèrent donner les voies orales, plus la voie injectable. Ils ne veulent pas se traiter. Donc là, chez ces patients, pas donner un traitement où on peut pas, où il n'y a pas d'observance. Donc là, par exemple, le but le plus important dans le traitement de la sclérose en plaques, ce qui agit sur la maladie, eh bien, Recording in progress.
injection. Le diméthylfumarate. Un autre traitement qui est l'alemtuzumab, c'est un traitement qu'on n'a pas encore chez nous, qui améliore de 50% des poussées. Ce traitement, il est donné dans les formes très sévères, dans les formes très actives de sclérose en plaques. C'est une perfusion, deux perfusions à une année d'intervalle et ça améliore l'IRM et ça améliore également cliniquement. Le Mavenclad, donc, c'est un immunosuppresseur qui agit sur les lymphocytes. Donc, en Europe, c'est 19. Maintenant, chez nous, c'est en 2024. Normalement, on va l'avoir. Un traitement qui est donné dans les formes très actives de sclérose en plaques, dans les formes sévères, donc, dès le début, ce traitement. On l'a également, c'est un traitement qui est donné, c'est un anti. Donc, il agit sur les lymphocytes B, permet de diminuer le processus inflammatoire. Cet Ocrevus, il est donné généralement à deux perfusions. Une perfusion à J1, on donne 200 mg, puis tous les 6 mois. Donc, il nécessite avant déjà la perfusion de faire le profil immunologique du patient, ça veut dire faire l'immunophénotypage lymphocytaire. Il faut voir que le dosage des lymphocytes, il ne faut pas qu'on ait des lymphocytes qui sont très très bas parce que le but de ce traitement, c'est de diminuer l'immunité, ensuite améliorer. On va avoir, donc on va faire une déplétion complète de toute l'immunité. Ensuite, il y a la reconstitution immunitaire, c'est-à-dire l'immunité, elle va s'améliorer après. Donc, il y a tout un bilan à faire de commencer ce traitement, les sérologies, le pondéral des immunoglobulines. Bien sûr, il est contre-indiqué chez la femme enceinte. On renouvelle généralement la dose tous les 6 mois et à chaque fois, on demande un bilan l'immunophénotypage lymphocytaire, on surveille son immunité. Généralement, on peut passer d'un traitement de première ligne ou de deuxième ligne vers l'Ocrevus. C'est un immunosuppresseur qui est important, qui est intense, donc on va au moins un délai de 1 mois. Et donc 1 mois, si on peut donner par exemple changer parce que la maladie ne s'est pas améliorée sous ce traitement, on veut changer l'intervalle d'1 mois pour donner l'Ocrevus. Maintenant, le contraire, si on va donner un autre traitement qui est plus efficace, contre 4 mois, parce que l'Ocrevus, il entraîne une déplétion lymphocytaire, il diminue l'immunité, que l'immunité se reconstitue pour donner un autre traitement. Donc, quelles sont les indications? Alors que c'est les traitements, ils ont une indication. Donc, on a des traitements de première ligne, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, et les traitements de deuxième ligne qui sont le fingolimod, le natalizumab, l'Ocrevus. Et leur indication, par exemple, les traitements de première ligne, ont des formes récurrentes rémitantes au début de la maladie, que ce soit les interférons bêta E ou 1A, ou l'acétate de glattéramère, ou le teriflunomide, ou le fumarate, ils sont donnés dès le début de la maladie en première. Maintenant, si la maladie, elle est très c'est des malades qui font des poussées très sévères.
rapidement dépoussé à intervalles très brefs. On peut donner dès le début un traitement de deuxième ligne. Ou si ne répond pas à ces traitements, on va donner ces traitements de deuxième ligne qui sont le Ocrevus, le fingolimod et l'Alemtuzumab. Donc, chez nous, on a les molécules. Normalement, le fingolimod, on va l'avoir. L'Ocrevus, l'Atalizumab, on l'a aussi. Dans les formes secondairement progressives, on n'a pas beaucoup de traitements. On a le seul interférent qu'on peut donner, c'est le bêta-féron qui a l'indication. Et l'essentiel, c'est le donner très précocement. Il ne faut pas le DSS assis, c'est le malade sur chaise roulante, s'il est passé en forme secondairement progressive. Parce que tout les buts du traitement, c'est de ne pas arriver à la chaise roulante. Donc, lorsque la maladie, comme je vous ai dit tout à l'heure, on passe directement à un traitement de deuxième ligne, des molécules plus autres que les interférents. Pour les formes progressives, donc il n'y a pas de molécules, il n'y a pas de traitement. Il n'y a aucun traitement pour les formes progressives. On peut donner certains immunosuppresseurs comme le cyclodoxan, des bolus de corticoïdes, mais généralement, il n'y a aucun. Il y a l'Ocrevus, qui c'est le seul immunosuppresseur, vraiment une indication dans les formes progressives, mais ce n'est pas un spectaculaire. Son effet surtout dans les formes récurrentes rémittantes. Donc, tous les traitements qu'on doit donner, il faut les donner dans la forme récurrente rémitante, il faut le donner le plus tôt possible. C'est ça les règles thérapeutiques dans la sclérose en plaques. En plus de ces traitements de fond de la maladie, il faut pas oublier les traitements symptomatiques. Une spasticité, il faut la traiter. Il va faire des troubles spectériens, avoir des douleurs, des paresthésies, avoir un syndrome dépressif, des tremblements. Donc, il faut toujours être attentif aux besoins du patient. Il faut toujours évaluer ses besoins dans les différents stades de la maladie. Donc, que ce soit ses besoins diffèrent, donc qu'ils soient au stade de début en forme récurrente rémitante ou qu'ils soient en forme progressive. Donc, les symptômes vont changer et les besoins du patient également vont changer. Donc, sur le plan thérapeutique, plusieurs traitements qui agissent, par exemple, pour la fatigue, on peut donner de la montadine, la montadine, il la ramène de France, les malades. On n'a pas ici, ça agit un peu sur la fatigue. Il faut donner des anti-dépresseurs en fonction de stade de la dépression. Des douleurs, on donne généralement des antidépresseurs tricycliques comme l'amitriptyline, on peut donner du Tegretol, du Norantine, du Lyrica, du Rivotril, c'est en fonction d'intensité bien sûr de la douleur. Pour les troubles urinaires, on donne généralement du triptan, le plus souvent les malades impérieuses. Parfois, la toxine botulique, c'est celui-là qui doit l'utiliser. En cas d'impuissance sexuelle également, et la spasticité, donc il faut donner soit du Lioresal, du Baclan qu'on a chez nous, ou des benzodiazépines ou du Myo. C'est en fonction, bien sûr, de l'intensité de la spasticité, sans oublier qu'il faut une rééducation et une kinésithérapie régulière dès le début de la maladie et à différents stades. Donc ça, c'est les douleurs et les manifestations paroxystiques. Ce qui est fréquent dans la sève, la névralgie du trait jumeau, c'est vraiment très fréquent. Généralement, on donne le plus souvent du carbamazépine ou de la gabapentin ou du clonazepam, mais chirurgical, comme la thermocoagulation du ganglion de Gasser dans les névralgies. C'est des douleurs parfois qui sont atroces, le malade ne peut pas les supporter. Donc, on a, pour vous dire que les anesthésies nécessitent des antiépileptiques qu'on donne dans la sclérose en plaques. La vitamine D est considérée comme étant un traitement d'appoint. Donc, tous les malades chez qui on fait le dosage, on va trouver un déficit. Et vitamine D a été également décrite dans les processus auto-humains. Elle intervient
Donc, il faudra la supplémenter chez tous les patients qui ont une sclérose en plaques. Il y a d'autres traitements pour les troubles de la marche. C'est un traitement symptomatique, c'est pas un traitement de fond, le Fompira. Généralement, on donne un comprimé matin et soir. Ça améliore généralement les troubles de la marche. À partir de l'EDSS-4, où le malade présente des problèmes de déambulation. Et ce traitement permet d'améliorer un peu la marche. Donc, le suivi psychiatrique et psychologique, donc Madame Nouban, on en parlait tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs stades à prendre en charge déjà dès l'annonce du diagnostic. Donc, en conclusion, les médicaments dans la CEP présentent plusieurs caractéristiques communes. Donc, ils tous l'activité de la maladie, tels que les taux de poussée. C'est ça le but. L'apparition de nouvelles lésions à l'IRM, ils retardent l'handicap, mais il n'y a aucun traitement curatif. Ils peuvent avoir des effets secondaires dont la sévérité est variable d'une molécule à l'autre, bien sûr. Le but le plus important, l'objectif le plus important, c'est de traiter de manière efficace et précoce. Parce que si on traite précocement et efficacement, c'est-à-dire si le malade nécessite un traitement de deuxième ligne dès le début de la maladie, si sa maladie elle est très active, il faudra un traitement de deuxième ligne. Donc, c'est ça dans la prise en charge de la sclérose en plaques. Je vous remercie pour votre attention. Donc maintenant, on va passer avec Madame profil neuropsychologique, la prise en charge neuropsychologique dans la sclérose en plaques. Je ne sais pas si on va, pour les questions, on va les laisser vers la fin, après la présentation de Madame Loubin, si vous on va répondre. Merci. On va d'abord une copier, je pense. Ouais, tu ne l'as pas copié. C'est une trop jeune là. Attends. Non, en bas. Ouais. Là. Non, l'autre. Dessus. Je la page. هذا أسود. Oui. ماشي هذاك. Merci. Bonjour, c'est Madame Louven. Je suis psychologue clinicienne à ETIDER. Je suis ravie d'être parmi vous et ravie de partager quand même notre expérience avec nos patients CEP. Donc aujourd'hui, on était régalés avec professeur Hichem. Elle nous a bien expliqué la sclérose en plaques et elle a vraiment parlé sur les de la maladie. Ces symptômes qui sont très, très importants par rapport à la charge.